Chacun ses choix. Il faut véritablement s'interroger sur en quoi cela répond aux besoins fondamentaux et primaires, en quoi cela permet de faire en sorte qu'il y ait un vrai progrès social. Donc, si je prends le cas du paysan, et le paysan, il rêve d'une chose, il veut pouvoir se loger, il veut gagner sa vie il veut gagner sa vie, il veut nourrir sa famille, il veut la soigner, il veut que ses enfants aient à l'école. 5 préoccupations majeures de toute famille qui se lève le matin. Mais moi, je crois que c'est ça, il faut répondre à cela. C'est en quoi est-ce que je permets de pouvoir loger? Qu'est-ce qu'on peut apporter? En sachant qu'il y a un besoin extraordinaire. Oui, l'intelligence artificielle pourra apporter des choses sur, par exemple, une gestion foncière qui soit la sécurisation du foncier. Enfin, je peux citer d'autres. Hein. Il y a des très grandes aberrations, on peut en citer. Dans le domaine, par exemple, je disais tout à l'heure, qui est soigner mes enfants. Mais soigner mes enfants, ben, il faut que je puisse les soigner. Hein. Comment on fait pour faire des soins pour les enfants, etc. Et donc, je crois que là aussi, il y a de très grandes perspectives permettant d'imaginer demain une capacité dans un village, partout où on peut être, en utilisant des équipements aujourd'hui qui sont des équipements à très bas coût, qui sont des équipements dont le coût n'est pas si excessif que ça. Le téléphone mobile est relativement accessible. Demain, d'avoir un téléphone qui soit un téléphone avec la 4G ou 5G, etc., c'est tout à fait accessible demain. On peut imaginer véritablement avoir une politique dans laquelle il y a un vrai accompagnement donc, des personnes qui sont tout ce qui va être les alertes, alerter les alertes en termes, par exemple, de santé. C'est être capable, lorsqu'on fait un vaccin, de pouvoir faire un rappel sur, par exemple la deuxième vaccination. Enfin, non, il y a, je peux citer comme ça, une foule de choses qui sont véritablement liées aux conditions de vie des individus. Et là, il y a un vrai marché. Et la population mettra le prix nécessaire parce que justement, elle répond à ces objectifs fondamentaux qui sont comment je vis, comment j'élève mes enfants, comment je les soigne, je dois les amener à l'école, etc. Et peut-être que ces innovations du Sud peuvent inspirer finalement des innovations assez importantes et qui peuvent paraître extraordinaires liées à l'intelligence artificielle au Nord. Je reviendrai tout à l'heure vers vous. Cathy, toi, tu accompagnes des gens qui ont déjà commencé à travailler sur le sujet. Est-ce que tu peux nous donner des exemples très concrets d'entreprises que tu accompagnes dans le domaine des objets connectés, par exemple, et surtout nous expliquer qu'est-ce qu'elles font pour faire progresser la communauté? Alors, typiquement, tu l'as bien dit, j'accompagne des startups, même si on n'aime pas beaucoup cette expression en Afrique, on parle beaucoup de petites et moyennes entreprises. Je les accompagne justement dans l'implémentation de leurs projets et surtout les startups qui ont envie d'intégrer les nouvelles technologies dans leur business. Alors, le micro. Allô, oui. Et ce qui est impressionnant, j'interviens dans le rayon typiquement Afrique subsaharienne, hein, donc, que ce soit au niveau anglophone ou francophone. Et j'admets que, par rapport à mon copain Mélis, il disait tantôt que l'IA permet justement de décupler les capacités. C'est quelque chose qu'on voit, qu'on touche du doigt. Par exemple, j'en ai tellement des exemples. Il y a par exemple une entreprise au Nigeria, je n'ai pas envie d'écorcher son nom, qu'on appelle Zenvus. C'est une start-up nigériane qui a mis en place une machine dans le secteur justement de l'agriculture. Et typiquement, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une machine qui permet justement de collecter des informations liées en temps réel à tout ce qui concerne la lumière, les températures, etc. Elle les collecte, elle les stocke dans un cloud ou alors dans des espèces de cartes noires comme ça quand il n'y a pas de connectivité. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Grâce à l'IA, ce qui se passe, elle est capable de dire à l'agriculteur
qui se trouve au fin fond, je veux dire, en zone rurale, donc assez excentrée, de lui dire en fait ce qu'elle doit justement, qu'elle doit planter pour justement gagner justement en productivité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que cette structure de start-up a mis en place des caméras et des espèces de drones qui permettent justement à l'agriculteur d'avoir une photo de sa plantation. Et là, à l'intérieur, elle est capable de lui dire en fait quelles sont les plantes qui sont mortes, celles où il y a de plus de sécheresse, et justement de pallier à ce problème. Et le troisième point qu'elle a mis en place, c'est au niveau des financements. Parce que grâce justement à ces stocks de données, elle peut justement aller chercher les financements. Voilà, par exemple, une start-up qui, qui opère dans le secteur de l'agriculture. Mais il y en a plusieurs. Hein. En tout cas, les idées fusent, je ne sais pas la seconde, mais il y a un réel accompagnement qui se fait en matière de politique dans certains pays, plus que dans d'autres. On a encore une fois de plus, si tu me le permets, je peux donner encore un exemple d'une autre start-up. Je pense que j'ai eu mon coup de cœur à ce niveau-là. C'est une petite start-up au Nigeria qui a mis en place un système qui permet de détecter, qui permet de diagnostiquer via les pleurs des enfants de bas âge, détecter si les pleurs sont liés à une lésion cardiaque, cérébrale, ou alors une asphyxie. Donc aujourd'hui, les parents, grâce à l'intelligence artificielle, une fois de plus, les parents sont capables de dire si les pleurs du bébé sont liés à parce qu'il a faim, si les pleurs du bébé sont liés à parce qu'il n'est pas propre, par exemple, ou autre. Donc, en cas justement comme on dit, l'IA, c'est vraiment dans un cadre bien défini. Et au-delà du cadre, à ce moment-là, on contacte directement les spécialistes. Mais en tout cas, c'est un outil qui permet de détecter assez tôt, donc de prédire assez tôt les problèmes que pourront avoir les enfants. Il y a une question du coup pour vous deux. Comment limiter, on va peut-être commencer par Monsieur Célestin, comment limiter la fracture sociale entre les personnes diplômées qui maîtrisent la technologie et les autres qui ne maîtrisent absolument pas la technologie, qui n'ont même pas un smartphone en réalité? Ce que l'on constate aujourd'hui déjà, c'est que la numérisation massive à laquelle nous assistons dans beaucoup de pays conduit par exemple à l'émergence de l'équivalent de scribe numérique qu'on va trouver dans les cybercafés et autres, où vous allez, vous avez une procédure qui est une procédure dans laquelle vous devez passer par un ordinateur, vous devez charger un PDF, vous devez, etc. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans un cybercafé, vous payez quelques francs à quelqu'un qui vous le fait. Donc, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, émerge aujourd'hui, ce ne sont pas les États qui ont mis en place ces intermédiaires, c'est la société elle-même, tout simplement, qui s'en est sortie en se disant, ben, moi, je ne sais pas faire, je vais demander à quelqu'un qui sait faire. Celui qui sait faire dit, mais oui, pour le faire, mais moi, j'aimerais un peu d'argent. C'est ainsi que cela est né. Est-ce que c'est quelque chose de positif? Je dirais que c'est la population est intelligente, hein, un génie, hein, il y a un vrai génie dans la créativité. Elle fait que les gens apportent une réponse à un problème qui leur est posé, qui est le fait qu'ils ne maîtrisent pas l'outil. Donc, ce que je viens de dire pour je dirais, l'Internet, les systèmes numériques, etc., vaut également pour, je dirais, l'intelligence artificielle. Si on prend les exemples cités tout à l'heure, sur, par exemple, enfin, en gros, je dirais le lien entre la voix, très souvent, notre voix, notre façon, l'élocution peut être perturbée par sont en tout cas des facteurs et véhiculent nos émotions, portent éventuellement des marques de certaines pathologies et on peut effectivement le faire. Donc, ce qui va se passer, c'est que malgré tout, on voit que vous aurez une partie de la population, j'ai parlé tout à l'heure, donc d'une classe moyenne émergente,
Une classe moyenne, c'est une excellente chose, je ne critique pas du tout cela, c'est formidable. Une classe moyenne pour laquelle, effectivement, vous aurez ces solutions qui seront des solutions viables, intéressantes, parce que tout simplement, vous avez un certain nombre de personnes qui ont les capacités à pouvoir accéder, acquérir ce type de technologie. Et vous aurez le reste. Alors, la question après va être, comment fait-on pour que, est-il possible que ces avancées puissent bénéficier au plus grand nombre? Là, à mon avis, il faut véritablement, et c'est là où la puissance publique peut faire quelque chose, il faut une vraie incitation. Il faut une vraie incitation parce qu'une entreprise est créée pour faire de l'argent. Une entreprise, quand on crée l'entreprise fait un produit, fait de la marge, enfin, elle fait des produits. Elle n'est pas faite pour se poser des questions de savoir est-ce que la population, ce n'est pas cette question qui vont se poser. Donc, c'est un rôle institutionnel, c'est aux institutions de se poser une question qui est comment pouvons-nous faire en sorte que cela puisse se faire? Et cela, c'est un vrai sujet de vision politique dans laquelle les États doivent véritablement mettre en œuvre les politiques d'accompagnement nécessaires. Ça veut dire par là, par exemple, être en situation de pouvoir inciter, par exemple, à avoir des capteurs qui soient des capteurs plus bas coût. Enfin, je veux dire par là qu'on a des capteurs. Bon, il y a des capteurs qui sont des capteurs plus bas coût, et peut-être qu'il est possible d'avoir des capteurs qui sont des capteurs à des prix suffisamment attractifs pour faire, par exemple, des versions non pas forcément dégradées, mais des versions de premier prix, exactement comme nous avons des véhicules qui coûtent 10 000 euros jusqu'à des véhicules qui coûtent 150 000 euros ou 300 000 euros. Mais il n'empêche que ces véhicules ont la même fonction qui est celle de transporter d'un point A à un autre point. Mais cela va plutôt être, il faut vraiment deux conditions, l'émergence, véritablement un accompagnement de l'État, et la deuxième chose importante, c'est que, et c'est peut-être une différence en Afrique, c'est que les innovations sociales, l'innovation, telle qu'on peut la caractériser, nous la connaissons, c'est la rencontre entre un marché et un produit, enfin, c'est la rencontre entre un produit et c'est la rencontre entre un produit et un besoin nouveau, un besoin non existant, non couvert. Sauf qu'en Afrique, c'est tout à fait différent. C'est pas tout à fait pareil. Les innovations sociales répondent, certes, aux besoins de l'utilisateur, mais aussi répondent fondamentalement à quelque chose qui est un besoin de la communauté. Ça s'inscrit davantage dans la communauté. Et donc, on peut espérer que la conjonction de ces deux facteurs qui sont à la fois le fait qu'il y ait véritablement un sens pour l'innovation qui est un sens un peu différent, mais il n'empêche que les entrepreneurs ne sont pas des philanthropes, et que sans une vraie incitation de la puissance publique, un accompagnement, je ne vois pas comment on pourrait faire pour que véritablement il puisse y avoir ces technologies puissent être mises à disposition des populations plus vulnérables, moins fortunées, etc. Merci beaucoup, Cathy. Comment limiter le gap entre les sachants et ceux qui ne savent pas? Déjà, les entrepreneurs en Afrique subsaharienne, je précise, c'est important parce qu'en Afrique du Nord, on a quand même des structures qui sont beaucoup plus développées qu'en Afrique subsaharienne. Ça, c'est un fait. Et donc, notons déjà que les Africains de l'Afrique subsaharienne ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et donc, et là où je rejoins justement mon copanéliste, c'est que les politiques publiques doivent faire leur job. D'autant plus qu'on a l'Union africaine qui aujourd'hui a émis un cadre pour accompagner les pays dans justement l'appropriation de l'intelligence artificielle, dans la transformation numérique, etc. Donc, il y a vraiment un cadre qui est fait pour les accompagner. On a aujourd'hui, je pense que j'ai vu ça, j'ai vu quelques membres de l'UNESCO qui travaillent aussi dans ce sens et qui ont des thèmes, des secteurs clés comme la culture, l'éducation, les sciences, la télécommunication. Donc, il y a énormément d'initiatives qui sont déployées pour accompagner les politiques publiques à faire leur job. Et je pense que le premier levier sur lequel il faut se pencher, en tout cas, il est impératif, c'est la formation. Formation pour les nuls, si je puis dire ça comme ça, pour le niveau intermédiaire et le niveau avancé.
Et quand je dis que les entrepreneurs font ce qu'ils peuvent, aujourd'hui, il y a des initiatives, des communautés d'entrepreneurs africains sur l'intelligence artificielle qui se réunissent pour former leurs confrères, leurs consoeurs et former toutes les personnes qui sont désireuses de se lancer dans l'intelligence artificielle. Donc, le premier levier serait déjà la formation. Et la formation passe par les écoles, tout simplement. On parle de l'école primaire, où on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on parle de robotique, le codage, des enfants du bas âge. J'ai une entreprise que j'accompagne, Elingetech, du côté de la RDC, qui justement sensibilise les enfants sur l'intelligence artificielle, un peu le codage, un peu le numérique, etc. Donc, on a aussi dans les universités, et je trouve que ça manque énormément, des espèces de laboratoires d'innovation, tout simplement. On a énormément d'entrepreneurs africains qui ont des idées à la minute, qui ont besoin d'expérimentation. Et ça, je pense qu'il y a un manque assez criard à ce niveau-là. On a également des initiatives au niveau des entreprises. On a des grands groupes, que je pourrais justement, je peux dire le nom, Total, Orange, qui ont des clubs, des espèces de studios d'entrepreneuriat. Enfin, c'est un peu de l'intrapreneuriat. Donc, qui accompagnent leurs collaborateurs qui ont des idées, qui ont envie de faire de l'entrepreneuriat. Ils les accompagnent, que ce soit en matière d'accompagnement pédagogique ou en termes au niveau financier. Et puis, j'ai envie de dire, les pôles technologiques et numériques. Dans certains pays, on en trouve. On en trouve, par exemple, j'ai parlé du Maroc, enfin, l'Afrique du Nord, où il y en a des grandes écoles qui travaillent avec des grandes entreprises, Facebook, Google, etc. On en a du côté du Nigeria, on en a au Ghana, on en a en Afrique du Sud. Ça commence un tout petit peu à arriver au niveau de l'Afrique francophone. On a du côté de la Côte d'Ivoire. Je pense que les autres pays sont en marche et j'espère que dans quelques années, on parlera moins de pôles. On se dira qu'on a toutes les structures nécessaires sur le continent. Merci Cathy. Avant de passer aux questions du public, j'ai une toute dernière question pour vous deux parce que ça me tient à cœur d'avoir votre vision là-dessus. Quand on parle d'intelligence artificielle, l'un des enjeux importants pour moi reste la protection de la vie privée. Comment on peut s'approprier cette protection quand on est sur le continent africain? Où en est-on? Comment garantir la vie privée des citoyens à une époque où on va de plus en plus vers ces nouvelles technologies, vers l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors, ce qu'il y a, c'est que... Est-ce que ça a du sens pour vous déjà aussi? Oui, ce qu'il y a, c'est que je crois fondamentalement une chose, c'est que les données nous appartiennent. C'est-à-dire que ma position personnelle, c'est que la donnée que je produis, ma donnée de santé m'appartient, celle que j'ai aujourd'hui. Ma donnée de navigation m'appartient et j'en revendique la propriété. Et en aucun cas, je n'ai envie de la céder à Google, ni à Facebook, ni à n'importe qui d'autre, par définition. C'est ma position personnelle. À partir de là, ce qu'on peut dire, c'est que si je reprends, je pense plutôt sur la vision de Luc Gilliac que l'intelligence artificielle n'existe pas, ce n'est qu'une nouvelle façon de programmer, ce n'est qu'une nouvelle façon de programmer par les données. Enfin, c'est ma conviction de scientifique, hein, c'est celle-là, c'est que ce n'est qu'une nouvelle façon de programmer sur les données, de faire des statistiques sur les données. Très bien. Une fois qu'on a dit ceci, ça veut dire quand même que nous avons des données qui sont des données qui sont produites. Et donc aujourd'hui, la question peut se poser, est-ce que MTN, est-ce que Orange Afrique, etc., est-ce que Canal Afrique, etc., les données des utilisateurs, où sont ces données aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que même les usagers sont conscients du fait qu'ils produisent des données? C'était le sens de ma question. Ils ne sont pas conscients du fait qu'ils produisent des données. Donc, par conséquent, je rejoins donc ma collègue sur le fait qu'il y a un vrai besoin non seulement de formation, essentielle, mais de vulgarisation. Il y a un souci pédagogique qui doit être d'expliquer, de démystifier, d'expliquer que dès que vous vous connectez, vous avez une trace qui est votre activité.
Et même dans beaucoup de cas, nous faisons des études, par exemple, sur des choses que nous pouvons tout à fait avoir nous pouvons, par exemple, capturer des données comportementales cognitives à partir de ce que vous faites, à votre insu. Cela n'est pas souhaitable, mais c'est ainsi. Donc, c'est un enjeu réel et il ne faudrait pas que, comment je dirais, coincé sur le territoire européen, la Chine, sur la collecte de données, que les grands groupes qui sont à la pointe des données, en s'implantant en Afrique, se disent yeah, ça y est, c'est bon, jackpot, je vais donc pouvoir m'approprier ces données. Donc, là aussi, encore une fois, je pense qu'il est important que, sur le plan institutionnel, que véritablement les États prennent en compte, prennent en charge cela, et qu'il y ait les garde-fous nécessaires. Je pense que la France a fait des exemples avec, par exemple, la CNIL. Enfin, il y a un certain nombre d'institutions qui existent, de garde-fous qui existent. Il y a, par exemple, la nécessité de faire en sorte que, est-ce que ces données seront stockées en Afrique? Mes données de santé stockées aux États-Unis, ça ne me plaît pas du tout, par définition. Je préfère que ces données soient en Europe, si possible en France. Donc, de la même façon, donc, nous nous posons, je crois, il me semble important que l'Afrique bénéficie de ces sauts, c'est-à-dire qu'elle ne recommence pas avec 20 ans de retard sur comment nous avons abordé ces enjeux, qui soient des enjeux donc, de protection des données. Il faut absolument qu'un pas significatif puisse être fait en même temps et faire en sorte que ça puisse se faire. Mais, encore une fois, cela demande une chose, la capacité des institutions à l'imposer. En France, il y a, en tout cas dans le monde, il y a différentes façons de traiter cette question des données. Et justement, je voulais savoir, est-ce qu'il y aurait une manière originale de traiter cette question en Afrique? Il y a énormément de gens qui disent, par exemple, qu'en France, on préfère que les plateformes type Facebook, Google nous payent pour les données qu'ils récoltent sur nous, qu'on n'a aucun problème à les donner à condition qu'ils nous payent. Il y a différentes voies qui sont pensées. Il y a la CNIL, évidemment, qui sont des garde-fous. Dans les pays africains, il y a l'Agence de protection des données personnelles, mais ces agences, finalement, ne pèsent pas face à Facebook et Google. Est-ce qu'il n'y aurait pas une voie intermédiaire, finalement, à imaginer, j'en sais absolument rien, hein, mon métier, c'est d'être journaliste, à imaginer justement pour ne pas, en tout cas, gagner du temps aujourd'hui quand il s'agit de protection de la vie privée, parce que finalement, le cœur de l'intelligence artificielle, c'est les données, et il me semble que c'est une question cruciale. Peut-être que encore une fois, je pense que nous devons, vous avez raison, il faudrait innover sur ce sujet. Il faudrait véritablement innover sur ce sujet et trouver des modèles peut-être sans doute un peu alternatifs à cela. Est-ce que, par exemple, cela peut être... Alors, je pense que purement sur le plan des données, il faut que nous distinguions bien deux approches. Il y a une chose qui est mes données sont les miennes. Je veux bien les partager. D'accord? Je vais mettre une partie à la disposition de la communauté pour le bien collectif. Parce que de cela naîtra quelque chose qui est un bienfait collectif. Bien, il faudra qu'on soit très clair là-dessus. Et une autre partie qui est plutôt une partie qui sera plutôt marchande. Et celle-là, c'est différent. Donc, comme dirait un de mes amis, je ne voudrais pas qu'on me plume avec mes données. Donc, il y a bien ces deux choses. Nous devons favoriser une chose véritablement qui est l'usage des données, la collecte de données qui peuvent servir vraiment à un progrès collectif. Et de l'autre côté, les données qui sont des données à caractère, qui peuvent être marchandisées, qui peuvent être donc monnayées. Et sur ces données qui peuvent être monnayées, bien évidemment, il peut y avoir des alternatives qui sont, par exemple, typiquement, est-ce qu'en échange de cela, j'ai mon crédit, j'ai peut-être 50% de plus de crédit Internet, est-ce que j'ai peut-être mon téléphone, enfin voilà. Il faudrait imaginer une façon originale de faire en sorte que cela puisse procurer des moyens, en tout cas une réduction du ticket d'entrée à ce type de technologie. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour cette matière à penser. Cathy, tu as un avis là-dessus? J'avais les questions affichées là, mais elles ont disparu. Je sais pas. Je pense que je partage complètement le point de vue de mon copanéliste.
J'attire juste l'attention sur le fait qu'effectivement, l'intelligence artificielle a énormément de promesses, mais il y a aussi énormément de défis. Tu as relevé le fait qu'on a le problème de la protection des données, de la confidentialité. On a aussi de la cybersécurité. Et c'est autant de problèmes, justement, que doivent faire face certains pays africains. Et on a aussi la chance, il faut le dire, que parce que c'est fait autre part, et on a vu ce que ça donne, on peut justement travailler sur le continent pour justement éviter les écueils qu'ont vécu certains pays et améliorer le process. Donc, n'empêche qu'au final, je pense que tout relève des politiques publiques. Il faudrait que les gouvernements travaillent dans ce sens pour mettre en place des dispositifs qui vont permettre justement que les grosses entreprises ou quelles que soient les ambitions des personnes externes et puissent justement rentrer dans un cadre avec des normes, des réglementations qui s'imposent. Très bien. Alors, avant de prendre les questions de la salle, on va prendre les questions en direct en ligne. Il y a Rachel Riwa, merci de suivre cette table ronde, qui demande: existe-t-il un programme d'études sur les moyens à mettre en place pour que l'intelligence humaine, source de l'intelligence artificielle, soit suffisamment déployée auprès de toutes les populations afin que l'humain ne devienne pas ignorant alors qu'il dispose d'un cerveau aux compétences sous-développées par l'éducation? C'est une question qui vous est adressée tous les deux, je pense. En tout cas, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, il y a des programmes de formation, des masters qui commencent à être déployés sur le continent. Je ne sais pas si la personne est en Afrique. En tout cas, il y a des pays aujourd'hui qui travaillent sur le sujet et on a par exemple le Rwanda. J'ai vu aussi quelqu'un qui est au niveau de la Côte d'Ivoire, l'université d'Houphouët-Boigny, et aussi qui travaille avec Orange et qui mettent en place des masterclass, enfin des masters, autant pour moi, sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a énormément de formations qui pourraient répondre justement à ces questions. Monsieur Célestin? Disons que l'ignorance aujourd'hui, c'est notre plus grand fléau. C'est-à-dire que je pense que quand je fais, par exemple, un séminaire, la première chose que je commence à demander aux étudiants, c'est, pour ne pas nommer Dominique Bolton, qui m'a inspiré sur ce point, c'est qu'est-ce que vous avez lu dans la semaine? Qu'est-ce que vous avez lu dans la semaine qui vous a semblé relever de l'ordinaire? L'esprit critique. Donc, pour moi, le vrai fondement de tout ce que nous sommes en train de dire reste l'esprit critique. Comment peut-on faire pour avoir l'esprit critique? Ça veut dire une capacité à confronter ce que l'on peut lire, ce que l'on peut entendre, vérifier que ce que l'on a entendu, que l'autre a dit, que l'autre a dit, que l'autre a dit est fondé, que la vidéo qui vous a été balancée il y a un quart d'heure est bien une vidéo qui a une source, etc. Donc, tout ceci demande quelque chose qui est une véritable une éducation, une appropriation. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui, ce qui manque aujourd'hui, je l'appelle tout simplement l'esprit critique. Donc, je fais l'éloge de l'esprit critique. Ce qui est important, c'est il faut que nous revenions à cet esprit critique qui consiste à dire, nous devons vérifier, il ne s'agit pas, je ne fais pas une négation, ce n'est pas une négation, l'esprit critique n'est pas du tout cela. C'est un acte positif qui est de dire, je vais croiser les informations parce que tout simplement, cela me permet de pouvoir mieux comprendre l'information. Donc, il est important en tout cas que véritablement nous développions, je ne sais pas comment cela peut être fait, mais en tout cas, il faudrait imaginer de faire en sorte que les médias véritablement développer cet esprit qui est la capacité à accéder à l'information à la source, à la croiser avec d'autres éventuellement. Et c'est ce qui vous permet véritablement un esprit critique. Donc, nous avons quelque chose qui est remarquable. Nous sommes extrêmement avancés aujourd'hui. Nous avons tout ce que nous voulons et pourtant, il y a autant de fake news incroyables. La théorie du complot, incroyable. Le déni, incroyable, par des gens qui sont éduqués, qui ont été à l'école. Et pourtant, c'est monnaie courante. Je propose de prendre une question du public présent et ensuite on reviendra sur le public en ligne. Je vois deux mains. Je veux bien.
Bonjour, merci. Tout à l'heure, vous avez a été prononcée l'expression intelligence symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? C'est pour rappeler, tout à l'heure, il était présenté une planche enfin, qui rappelait John McCarthy et d'autres anglais fondateurs de l'IA, qui était simplement un système qui, dans le comportement, fait penser à un comportement humain. Donc, ce sont des approches dans lesquelles, par exemple, vous avez, si je prends par exemple un code de procédure, le code de procédure n'a pas besoin d'un apprentissage sur les données. Le code de procédure dit, enfin, c'est la logique déontique qui dit, si telle conditions sont remplies, vous avez, si telle condition, vous avez telle procédure à faire. Voilà. Tout simplement, il y a un système qui est un système basé sur des règles, une approche symbolique, par opposition à l'approche basée sur les données. On va prendre une deuxième question. Oui, juste à côté. Bonjour, merci pour cette table ronde. J'avais une question concernant la distinction que vous faisiez entre les données qu'on peut choisir de partager parce que c'est profitable à la communauté et celles dont on ne voudrait pas se faire plumer, pour reprendre votre expression, celle de votre ami. Et je voudrais savoir comment vous faites cette distinction parce que justement, moi, l'une des difficultés que je vois avec les données, c'est qu'on n'arrive pas forcément à faire la différence entre les deux. Je vais vous donner un exemple très simple, celui du Health Data Hub qui a été retoqué par la CNIL parce que hébergé par un hébergeur privé américain et dans lequel on ne peut pas en fait sortir nos données de santé. Il n'y a pas vraiment de possibilité de le faire si on regarde sur le site. Et ces données qui sont des données génériques et qui concernent toutes les personnes qui vivent en France et également, par exemple, des personnes décédées, sont des données qu'on partage de fait par un consentement qui est un consentement tacite, qui sont des données qui peuvent profiter au plus grand nombre puisque ce qui est mis en avant justement, c'est les progrès de santé, mais qui profitent à l'industrie privée puisque ces données qui sont pseudonymisées, pas anonymisées, sont partagées avec des opérateurs privés comme publics. Donc là, il me semble qu'on touche vraiment à la difficulté de faire cette distinction. Et donc, du coup, je voulais vous demander si vous pouviez l'approfondir un peu, parce que pour moi, c'est vraiment une des grosses difficultés auxquelles on se heurte. Derrière un désir moralement, éthiquement louable de partage, de sharing, de progrès, on se trouve dans l'impossibilité de faire la distinction que vous nous proposiez. Donc, du coup, si vous pouviez l'élaborer un peu, peut-être que ça nous aiderait à avancer là-dessus. Merci beaucoup. Ce qui est certain, c'est que je sais la difficulté de ce sujet dans le groupe de travail sur l'éthique entre le Canada et la France. Enfin, il y a eu plusieurs groupes de travail qui ont discuté de cet aspect. Bon, vous avez la première base, c'est bien le consentement, qui est de dire très clairement, j'ai un projet de santé publique dans lequel je souhaiterais que nous puissions, voilà, il faut avancer sur, par exemple, la leucémie. Est-ce que, par exemple, les malades atteints qui ont une greffe osseuse, est-ce que le vaccin anti-Covid a été efficace sur leur cas, par exemple? Imaginons, je prends ce cas, typiquement. Bien, dans ce cas, le groupe de patients, c'est la problématique, ils acceptent évidemment pour les avancées scientifiques de pouvoir le faire. Jusque-là, tout va très bien. Il y a un consentement, etc. Vient maintenant la deuxième phase, évidemment. Mais non, donc je recommande plutôt l'inverse, qui est d'abord celui-là. Pour adhérer, je dois comprendre ce que vous êtes en train de faire. Sinon, je ne peux pas adhérer à quelque chose qu'on ne m'a pas expliqué. Vraiment, la première démarche, c'est celle-là. Vous devez d'abord m'expliquer ce que vous voulez faire. Et j'y adhère ou j'y adhère pas. Donc, d'abord, vous m'expliquez d'abord. Donc, première chose, on me présente une finalité, j'y adhère. Deuxième étape, je suis d'accord pour que les données soient des données anonymisées, traitées comme nous pouvons le penser. Jusque-là, tout va bien. Imaginons demain que finalement, on arrive par cela, on se rend compte que au cours de cet essai que je viens d'indiquer, que par exemple, le taux de cellules osseuses a augmenté de telle quantité éventuellement, on trouve donc des effets étonnants. Et que finalement, sur la base de ces avancées, vous ne pouvez pas empêcher l'équipe de l'INSERM ou autre qui a travaillé sur le sujet de créer demain une start-up. Se crée demain donc une start-up qui décide, évidemment, sur la base de ces avancées, de pouvoir
ces données qui ont été donc des données partagées, donc découvre donc une certaine thérapie, etc. Et qui veut donc l'exploiter. Donc, on est dans ce cas qui est véritablement un cas dans lequel, bien évidemment, on a une marchandisation donc, de données publiques, enfin un effet de bord, un side effect, hein, qui est en tout cas ainsi apparu. Il me semble malgré tout que le premier objectif, qui est celui de la finalité, qui est celui donc, du progrès, aura été atteint. Il a été atteint celui-là. Il aura été atteint, qui est de comprendre les mécanismes. Le deuxième, qui est cette fois-ci celui... Alors, on peut après, je crois que si je prends par exemple le modèle de la SACEM, pour quelle raison ne s'inspirerait pas de ce modèle de la SACEM, et de dire typiquement, eh bien, vous écoutez une musique de Claude François, 10 ans après, eh bien, à la radio, vous payez un peu pour cela. On peut très bien imaginer demain, en s'inspirant du modèle SACEM, que des données anonymisées, partagées pour le bien collectif, que cette donnée, une fois, si demain elle devenait marchandisée, que tout simplement l'industrie puisse payer une rétribution, pour l'usage de cette donnée. C'est une vraie piste. On va prendre une question du public en ligne. On n'a plus le temps. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre présence et merci Monsieur Célestin, merci beaucoup Cathy. Merci à toi. Je pense que les échanges ont été très très riches et ouvrent en tout cas des perspectives assez intéressantes. Nous allons poursuivre donc, nous allons continuer d'en discuter dans les prochaines tables rondes. À très très vite.